2016 a été une année marquée par des élections importantes. L'élection du président de la République, les élections législatives, la réussite de ces élections qui viennent de donner à notre pays un président traditionnel et des élus dans nos communes et départements n'a pas été chose facile. Beaucoup d'embûches menaçaient les aboutissements normaux et elle aurait sûrement échoué comme celle de l'année 2015. Était-ce le courage, la détermination et le patriotisme des dirigeants responsables de leurs organisations? Je voudrais ici féliciter le Conseil électoral provisoire pour avoir mené à bien une telle critique provenant de beaucoup de secteurs. Il vient de doter le pays des dirigeants qui auront pour tâche de les sortir de l'instabilité dans laquelle ils pataugent depuis trop longtemps. Nos félicitations vont aussi au gouvernement provisoire de la République. L'encadrement qu'il a apporté au Conseil électoral provisoire dans la réalisation des élections révèle correct du début à la fin. Elles vont particulièrement au président de la République et au Premier ministre, Enek Jean-Charles. Se plaçant au-dessus de la mêlée, ils ont fait montre de cette impartialité éminemment patriotique qui a permis aux plus populaires des candidats d'être élus, sans aucune interférence de l'exécutif. Un bel exemple que nos futurs exécutifs auront intérêt à suivre pour la stabilité future, synonyme de croissance de notre cher Haïti. Mes chers collègues parlementaires, permettez-en ces moments que nous sommes en train de vivre présentement et qui semblent inaugurer une nouvelle ère pour Haïti. Permettez, dis-je, que je vous exhorte au travail de la perspective du bien-être futur, de la stabilité de la nation. Ces dernières années, nous avons côtoyé l'abîme. L'insécurité n'a cessé de grandir et de menacer les citoyens les plus paisibles qui n'ont pas eu droit à la paix et au repos d'esprit qu'ils méritent. L'économie nationale est en passe de s'effondrer avec une production nationale en baisse de manière systématique. Une inflation galopante, la décote de la goutte qui totalise 68 gouttes pour $1 américain. Sans oublier une croissance pratiquement nulle. Votre tâche, honorable parlementaire, c'est de contribuer par votre sérieux, votre assiduité aux séances par les votes des lois positives à la stabilité de nos institutions. Je vous invite, honorables collègues, à œuvrer, à travailler d'arrache-pied en vue de combler le vide institutionnel qui explique beaucoup de nos déboires actuels dans le cadre de cette instabilité persistante qui ne cesse de nous pénaliser. Haïti a besoin de renforcer ses institutions étatiques et d'établir la stabilité sociale par des lois appropriées. Notre pays attend une législation ayant pour objectif le renforcement soutenu de l'institution familiale. Beaucoup de nos compatriotes s'inquiètent de nos jours de la vitalité de la famille haïtienne, la base fondatrice de notre société. Particulièrement dans cette conjoncture mondiale traditionnellement troublée, de nombreuses voix s'élèvent pour tout demander à la famille, en oubliant ce qu'elle peut faire véritablement sans une politique effective et sans le moindre encadrement. Exposée à divers mouvements migratoires qui affectent la famille dans sa structure même, les parents, les jeunes et les petits-enfants sont aux abois. Un parlement plus productif, voilà ce qui attend de vous, le peuple haïtien. C'est par votre travail régulier, vos rendements continus sur le plan de la production législative que vous parviendrez à asseoir sur des bases solides des fondements de l'état de droit propices à l'amélioration de ses conditions d'existence. Il attend de vous la ratification et la dénonciation de certains accords, traités et conventions internationaux. Soyons à la hauteur de notre responsabilité d'hommes et de femmes d'État, en œuvrant à produire des lois justes et surtout en les faisant respecter et appliquer. Vous aurez créé les conditions d'une justice nationale
saine, équilibrée, autonome de tout dictat imposé de l'extérieur. Ainsi, chers collègues, sénateurs et députés, en travaillant au bénéfice du peuple haïtien, vous aurez pensé non pas à vos intérêts personnels et mesquins, mais à ceux de vos mandats en particulier et du peuple haïtien en général. Je réitère mon appel à l'unité et à la fraternité. Je vous souhaite que la commission bicamérale des décharges va se mettre au travail rapidement afin de permettre que ayant servi l'État soit riche en actes et production législative. Que le Tout-Puissant nous accorde sa grâce tout au cours de cette année nouvelle pour qu'enfin nous réalisions que c'est dans l'unité que nous pourrons trouver la force nécessaire pour combattre l'adversité et triompher de nos malheurs. Que Dieu nous bénisse tous et qu'il protège notre nation. Vive la République, vive Haïti. Merci. Sénateur Salomon, le prochain point de l'ordre du jour. Lecture des bilans des travaux législatifs des deux chambres. Sénateur Jean-Marie Salomon, je vous prie de bien vouloir procéder à la lecture du bilan des travaux du Sénat et le député Abel Descollines pour la Chambre des députés. Division législative du secrétariat général. Bilan des travaux législatifs du Sénat au cours de la deuxième session ordinaire de l'année législative 2016. Résumé exécutif au 30 décembre 2016. Activités saillantes. Cérémonie d'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année législative 2016. Cérémonie de clôture de la deuxième session ordinaire de l'année législative 2016. Séance spéciale sur le point 7 de l'accord politique du 5 février 2016. Cette séance d'un nouveau président, d'un vice-président et d'un deuxième secrétaire au bureau du Sénat et prestation de serment des nouveaux membres élus. Vote de deux lois. Projet de loi portant organisation et fonctionnement de l'unité centrale de renseignement financier UCREF, 28-09-2016. Dépôt de 8 propositions de loi. Proposition de loi portant sur la création de la commune des îles Caïmites, Pestel de la Grandance. Proposition de loi portant sur l'accès au crédit étudiant. Proposition de loi portant création de la juridiction de première instance de Ouanamètre, de Jean Rabel, de Saint-Louis-du-Nord, de Belance et d'Anse-Desnaux. Proposition de loi sur le code de sécurité intérieure du pays. Proposition de loi sur le code de la famille. Proposition de loi portant sur l'interdiction des activités homosexuelles. Proposition de loi élevant le quartier de Tuchiti, 5e section de la commune de Pestel, au rang de commune. Proposition de loi élevant le quartier de Léon, 2e section de la commune de Jérémy, au rang de commune. Réception de 5 textes de loi transmis par la Chambre des députés dans le cadre de la navette parlementaire. Proposition de loi modifiant la loi du 20 janvier 2009 sur l'enlèvement, le rapt ou le kidnapping, la séquestration et la prise d'otages de personnes. Proposition de loi portant modification
du décret du 13 février 1989, créant le corps autonome des pompiers et introduisant le corps national des sapeurs-pompiers. Proposition de loi portant sur la fortification des aliments en micronutriments. Projet de loi portant sur l'utilisation des emblèmes et dénomination de la Croix-Rouge, du Croissant Rouge et du Cristal Rouge. Proposition de loi à l'application de l'article 233 de la Constitution relative à la procédure de l'octroi de décharge aux anciens hauts dignitaires de l'État. Adoption de 4 résolutions relatives à l'augmentation du prix des produits pétroliers, la ratification du choix du directeur général de la police nationale d'Haïti, M. Michel-Ange Gédéon, la ratification du choix des membres du conseil d'administration de la Banque de la République d'Haïti, BRH, la ratification du choix des membres du nouveau conseil de la Banque nationale de crédit, octroi d'une décharge aux ordonnateurs du Sénat, vote du rapport de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, octroyant décharge de leur gestion aux sénateurs Andris Richet, président, et Carlos Lebon, questeur, pour l'exercice fiscal 2015-2016. Formation d'une commission spéciale ad hoc. Formation de la commission sénatoriale de réforme administrative du Sénat. Convocation du gouvernement. Séance de questionnement du Premier ministre, Enex Jean-Charles et des membres de la commission interministérielle relative à la situation du pays après le passage de l'ouragan Mathieu. Production législative. 10 comptes rendus analytiques, dont 3 en Assemblée nationale. Travaux réalisés par les commissions permanentes. Dans le cadre de leur mission, les commissions permanentes ci-dessous mentionnées ont réalisé 19 rencontres. 1. La commission justice, défense nationale, sécurité publique et police. 2. La commission travaux publics, transport et communication. 3. La commission éthique et anticorruption. 4. La commission affaires sociales et droits de la famille. 5. La commission éducation, jeunesse et sport. 6. La commission planification et coopération externe. 7. La commission santé publique, population. 8. La commission intérieure et collectivité territoriale. 9. La commission des finances et du budget. Production législative. 26 rapports et procès-verbaux. Conférence Canada, Cuba, les États-Unis d'Amérique, la France, le Mali et le Maroc. Jeudi de la présidence. Afin de soigner l'image de marque du Sénat pour une meilleure perception des institutions pour le public, le président du Sénat a choisi le jeudi de chaque semaine pour rencontrer différentes personnalités telles que les associations socio-professionnelles, le secteur agricole, les représentants de la société civile, les universitaires, les commerçants, les syndicats, les membres de la commission chargée de la refonte des codes et les représentants des chambres de commerce. La Chambre des députés, bilan de la deuxième session de l'année législative 2016, activité marquante de la deuxième session en Assemblée nationale. Ouverture de la deuxième session ordinaire de la première année législative le lundi 13 juin 2016. Tenue d'une Assemblée nationale le 28 juin 2016 autour de l'article 3 alinéa 7 de l'accord politique du 5 février 2016. La proposition d'ordre du jour de cette Assemblée nationale est toujours pendante, bien que les débats relatifs ont duré toute la nuit. Après coup, le bureau de l'Assemblée nationale a fait plusieurs tentatives visant à reprendre la séance, mais sans succès. L'Assemblée nationale du lundi 12 septembre 2016 ayant pour objet la ratification de l'accord de Paris sur l'environnement et la Convention des Nations Unies
sur la réduction des cas d'apatridie ainsi que la clôture de la deuxième session ordinaire. Le quorum étant infirmé, les instruments internationaux suscités n'ont pas été ratifiés. Le président de l'Assemblée nationale n'a même pas eu le temps de déclarer la session fermée. En séance plénière, les députés ont voté des textes de loi suivants en séance. Proposition de loi d'application de l'article 233 de la Constitution de 1987 amendée relatif à la procédure de l'octroi de décharge aux anciens hauts dignitaires de l'État le mardi 2 août 2016. Projet de loi de finances rectificative de l'exercice fiscal 2015-2016, le mardi 9 août 2016, il est à noter que le ministre de l'Économie et des Finances et de la Planification et de la Coopération externe sont venus supporter le budget. Proposition de loi sur la souveraineté, la sécurité alimentaire et nutritionnelle le mercredi 10 août 2016. Projet de loi de finances de l'exercice fiscal 2016-2017 le jeudi 25 août 2016. Proposition de loi portant organisation et fonctionnement du Service national de gestion des résidus solides, SNCRS, le mardi 6 septembre 2016. Proposition de loi portant création des services publics de base dans les sections communales de la République, le mardi 6 septembre 2016. Projet de loi modifiant la loi du 14 septembre 2013, sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le mercredi 7 septembre 2016. Le projet de loi portant organisation et fonctionnement de l'unité centrale de renseignement financier, UCREF, est en cours de vote au niveau de l'Assemblée des députés. L'Assemblée des députés a par ailleurs décidé de renvoyer les rapports suivants en commission. Rapport de la commission économie, finances et budget relatif à la proposition de loi portant sur l'organisation et le fonctionnement des institutions de microfinance. Rapport de la commission justice et sécurité publique sur la proposition de loi portant avantages sociaux aux ayants droit des policiers victimes dans l'exercice de leurs fonctions pour avis d'experts et consultation des secteurs concernés par la dite proposition de loi. Rapport de la commission bicamérale de décharge, Chambre des députés, autour de la résolution octroyant des charges à de hauts dignitaires de l'État votée en première lecture au Sénat en 2012. Enfin, elle a mis à l'écart le projet de loi suivant, projet de loi fixant le nombre et la dénomination des ministères. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, M. Camille Edouard Junior, s'est présenté en séance publique afin de faire le dépôt des projets de loi suivants. Projet de loi modifiant la loi du 14 novembre 2013 sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Projet de loi portant organisation et fonctionnement de l'unité centrale de renseignement financier UCREF. Les députés de la 50e législature ont déposé pas moins de 9 propositions de loi. La proposition de loi portant révision du décret du 6 novembre. La proposition de loi réglementant la profession d'apprenti géomètre et établissant le cadre juridique de l'exercice de cette profession par l'honorable député Rolf Papillon. La proposition de loi précisant les modalités d'application de l'article 149 de la Constitution de 1987 amendée par le député Franck Loture. La proposition de loi réglementant la profession de notaire et établissant le cadre juridique de l'exercice de cette profession par le député Rolf Papillon. La proposition de loi modifiant l'article 23 du décret du 23 novembre 2005 portant amendement de la loi du 18 septembre 1978 sur la délimitation territoriale par le député Gabriel Lionel Jean. La proposition de loi sur la publicité foncière par le député Rolf Papillon, la proposition de loi portant rectification ou correction des actes d'état civil entachés d'erreurs, d'omissions, d'altérations et d'irrégularités diverses par le député Peter Castin-Constantin. Et d'autres ont soumis au bureau les propositions de loi suivantes. Proposition de loi, alors d'autres députés, proposition de loi portant sur la vidéosurveillance par le député Scholzer-Chancy, proposition de loi sur l'abolition et l'interdiction du phénomène Reste avec en Haïti par le député Hubert Dieu Alsace. Proposition de loi relative à la réforme
de l'organisation de l'état civil en Haïti par le député Leman Ier. Formation de commission spéciale. Commission spéciale chargée d'analyser le projet de loi modifiant la loi du 14 novembre 2013 sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et celui portant organisation et fonctionnement de l'unité centrale de renseignement financier UCREF. Le président de la commission de finances, économie et budget et celui de la commission justice et sécurité publique font d'office partie de cette commission. Commission spéciale de validation des pouvoirs du député élu de la circonscription de Boye, M. Gérard Saint-Jean. Elle dispose d'une heure de temps pour produire son rapport. Les travaux des commissions permanentes. Les commissions permanentes ont tenu plusieurs rencontres au cours desquelles des sujets d'intérêt général ont été élaborés, notamment les questions touchant le secteur de la santé, dossier des médecins de Saint-Aubin qui comptent effectuer leur service social en Haïti, des cas de corruption. Elles ont également débattu des problèmes d'éducation, d'environnement, de justice. Il faut ajouter que de nombreuses députations ont été formées pour participer à des réunions officielles et aux formations à l'étranger. Exemple, ACP, UE et d'autres pour prendre part à des missions en Haïti, délégations se rendant au Cap haïtien pour constater les dégâts provoqués par l'inondation au mois de juin de l'année dernière. Les rencontres du bureau. Durant la deuxième session, le bureau a convoqué plusieurs séances de travail avec des ministres et des directeurs généraux. Il a notamment eu une séance de travail fructueuse avec le ministre des Travaux publics, le directeur général du SMCRS et la mairesse adjointe de la commune de Port-au-Prince sur l'état d'insalubrité de la dite commune. Notons que le Premier ministre, Enex Jean-Charles, était absent à cette rencontre où il était invité. Voilà, Monsieur le Président, pour le bilan de la Chambre des députés. Merci. Le prochain point de l'ordre du jour. Sénateur Jean-Marie Salomon, le point suivant de l'ordre du jour. Et dépôt du bilan des activités du gouvernement par le Premier ministre, son Excellence Enex Jean-Charles. Monsieur le Premier ministre, au nom des membres du bureau et de l'Assemblée nationale, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue et je vous invite à gravir la tribune pour présenter les bilans des activités de votre gouvernement et ensuite en faire les dépôts selon le vœu de l'article 98.3 alinéa 10 de la Constitution de 1987 amendée. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole pour votre bilan. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Vice-président de l'Assemblée nationale, Messieurs les secrétaires de l'Assemblée nationale, honorables sénateurs de la République, honorables députés du peuple, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs, me conformant au vœu de l'article 98.3 de notre loi mère, je suis à la fois honoré et satisfait de pouvoir répondre à ce rendez-vous biannuel de la rentrée parlementaire pour présenter par devant ce parterre d'élus prestigieux le bilan des activités de mon gouvernement. Permettez-moi tout d'abord, en ce début d'année, de vous présenter à toutes et à tous, au nom du gouvernement
et en mon nom personnel, mes vœux les meilleurs de bonnes et heureuses années 2017. Je souhaite qu'avec les perspectives de stabilité sociopolitique qui prennent forme suite à la publication des résultats définitifs des dernières élections, les filles et les fils de cette grande nation retrouveront ensemble les chemins de la concorde, de la fraternité, de la paix, de la justice et de la relance des activités économiques porteuses d'emploi et de développement au bénéfice de tout un chacun. L'année 2017, comme je le formule à l'endroit de tous mes compatriotes, doit être celle de notre rendez-vous définitif avec l'unité nationale et la démocratie. Nous ne devons pas le rater. Honorables parlementaires, mesdames, messieurs, parvenus à la tête du gouvernement de la République, dans une conjoncture politique d'exception, marquée par la discontinuité du processus électoral, une perte de confiance grandissante de nos concitoyens dans la capacité de nos institutions à s'élever à la hauteur de leurs missions respectives et un ralentissement notable des activités économiques, je m'étais engagé à travers ma déclaration de politique générale à ne ménager aucun effort pour créer rapidement les conditions d'un environnement politique stable, propice à la poursuite du processus électoral initié au cours de l'année 2015 et à la satisfaction des besoins immédiats exprimés par la population. À cette situation complexe, aggravée par la persistance de l'insécurité publique et alimentaire, la dépréciation accélérée de notre monnaie nationale, la diminution du pouvoir d'achat de nos ménages, ainsi que la montée de la grogne populaire, faisant planer sur nos têtes des risques imminents d'explosion sociale, nous nous sommes résolus à mettre à contribution toutes les intelligences, toutes les énergies sur notre sol en vue de hisser nos institutions nationales à la hauteur de cette grande mission qu'il nous fallait accomplir avec les meilleurs résultats possibles. Dans ce dessein, j'ai engagé l'action gouvernementale devant traduire en actes les termes de l'accord du 5 février 2016 à partir de politiques bien définies en harmonie avec tous les secteurs du pouvoir. Et dans l'urgence, nous nous sommes proposés de maintenir le pays sur une trajectoire continue de croissance et de création d'emplois, de renforcer les actions visant l'organisation de l'État, telle la poursuite des réformes de l'État, de la modernisation de la fonction publique, de l'économie et de la gestion des finances publiques, en vue d'accroître les services et d'offrir de meilleures opportunités à la population, de renforcer les mesures de maintien de l'ordre et de la sécurité publique, de rétablir un climat de paix et d'apaisement social. De telles mesures paraissaient indispensables à la création d'un environnement politique et social favorable à la réalisation de notre mission principale, qui était la reprise du processus électoral dans de bonnes conditions, en passant par l'évaluation des étapes déjà franchies en ce sens, comme le réclamaient haut et fort divers secteurs de la classe politique. Pour atteindre ces objectifs,
la mobilisation effective des ressources humaines, financières et matérielles a été un préalable indispensable que le gouvernement s'est efforcé d'obtenir per face et néfaste, en dépit d'une année fiscale 2015-2016 caractérisée par le recul des revenus de l'État et de l'aide externe, aggravé des conséquences destructrices du cyclone Mathieu, qui a laissé sur son passage près de 550 morts, 19 000 sans-abri, des départements entièrement dévastés et plus de 1,5 million de personnes en situation d'insécurité alimentaire. Le présent rendez-vous, honorable parlementaire, me donne l'occasion de vous présenter l'état des réalisations du gouvernement que je dirige sous la très haute impulsion du chef de l'État après 10 mois d'exercice et 7 mois après le dépôt de mon premier bilan du deuxième lundi de juin par devant cette auguste assemblée. Depuis la mise en place de ce gouvernement, la situation de la sécurité dans le pays n'a pas cessé de s'améliorer. Et c'est cet effort soutenu et continu, investi dans les capacités de la police nationale d'Haïti à maintenir l'ordre et la paix publique, qui peut nous permettre d'augurer des jours meilleurs pour notre pays. En effet, c'est grâce à cette paix retrouvée et surtout au regain de confiance de la population dans les capacités de l'État à relever les défis de la souveraineté nationale en finançant les élections du 20 novembre 2016 par nos propres moyens, que le gouvernement a pu assurer la continuité de l'État, rassurer tous les secteurs de la vie nationale et relancer des pratiques institutionnelles garantes d'une administration plus efficace. C'est aussi dans le sens de la continuité de l'État, de la stabilité politique et de l'avancement du peuple haïtien que le gouvernement a poursuivi certains programmes d'investissement propres à assurer la création d'emplois et à doter le pays d'équipements utiles. Et pour y arriver, à mener une gestion rigoureuse et efficiente des finances publiques qui a concouru parfois au desserrement de la politique monétaire. Mais il nous faut ajouter que des mesures vigoureuses au niveau des recettes et des dépenses publiques ont été également prises en vue de maintenir la stabilité du cadre macroéconomique et financier du pays. Aussi, pleinement imbu de la nécessité d'instaurer un climat de confiance favorable à l'attraction et à l'implantation des investissements nationaux et étrangers, avons-nous déployé toute une stratégie à partir de laquelle se sont consolidées nos institutions républicaines, telles notre appareil judiciaire, la police nationale d'Haïti, chargée de veiller à la sécurité des vies, de garantir la libre jouissance des biens. Et parallèlement, des mesures ont été adoptées en vue de réduire les pesanteurs tant institutionnelles qu'économiques qui gênaient inutilement la dynamique d'envol de l'esprit d'initiative et d'entreprise. En vous exhortant à explorer en profondeur le bilan qui sera déposé ici, je me permets de signaler à l'attention de cette prestigieuse assemblée que tous les secteurs du gouvernement ont été mobilisés en vue de permettre à la population d'investir son vote en toute confiance lors des dernières élections. Le renforcement de l'état de droit, le maintien de
de la situation sécuritaire, la poursuite de la réforme des finances publiques, les efforts de renforcement d'un grand nombre d'entités de l'État sont autant d'actions entreprises dans le sens de la continuité de l'État et de l'indispensable nécessité de créer une atmosphère de paix et de confiance, capable d'inciter la population à remplir son devoir citoyen. De plus, les ministères ont, malgré la difficile conjoncture et leurs faibles moyens, ont tenu à consigner leurs actions dans le plan triennal d'investissement dans un souci de création d'emplois, de richesse dans l'économie et aussi d'apaisement social. Ainsi, une parfaite mutualisation des moyens et compétences des différents ministères a été mise en place pour poursuivre avec force notre mission qui était, comme il est connu de toutes et tous, de poursuivre et finaliser le processus électoral interrompu en 2015 en prenant des mesures capables de créer le climat nécessaire à cette fin. C'est dans ce contexte où tout était fait prêt pour la tenue des élections que nous avions été frappés par le cyclone Mathieu. À la détermination du gouvernement d'appuyer le CEP pour la tenue dans les meilleures conditions des joutes électorales prévues pour le 9 octobre 2016, s'est ajoutée l'obligation de faire face à l'urgence de nourrir et d'abriter des dizaines de milliers de sinistrés et de réhabiliter les infrastructures affectées. Le scrutin ayant été reporté pour les 20 novembre 2016 et 29 janvier 2017, il nous fallait en priorité voler au secours de nos compatriotes victimes et de leur offrir une opportunité de se reconstruire un avenir dans la dignité et parallèlement réhabiliter ou rendre disponible bon nombre d'infrastructures essentielles à l'organisation des élections affectées par le passage du cyclone. Les évaluations produites par le ministère de l'Environnement après le passage du cyclone Mathieu dans les départements de Nip, Sud, Sud-Est, Nord-Ouest, Ouest et Grand-Anse ont révélé que 4366 hectares d'aires protégées et 112 734 hectares de systèmes agroforestiers ont été sévèrement endommagés. Selon le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, 916 écoles ont été endommagées lors du passage de Mathieu, dont 549 écoles nationales. Les évaluations conduites par le ministère des Travaux publics, Transports et Communications font état de la situation suivante des infrastructures affectées. 350 km de route dans le sud, 296 km dans la Grande-Anse, 60 systèmes ruraux d'eau potable inutilisables dans les départements de la Grande-Anse et surtout du sud, 40 réseaux d'électricité hors d'usage, plongeant dans le noir 31 258 connexions, 4 ports détruits et 7 rendus inopérants, 70 000 personnes privées de l'accès à l'eau potable. Selon le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, le bilan s'élève à 546 morts et 128 disparus. La même source confirme que plus de 2,1 millions de personnes sont affectées par le passage de l'ouragan, dont 1,4 million ont eu un besoin urgent d'assistance humanitaire. Les équipements détruits sont bâtiments administratifs 49, bâtiments sanitaires 20,
résidences, églises, et à la date du 7 décembre, près de 19 personnes étaient encore logées dans 340 abris au niveau de 16 communes, 7 dans le département du Sud et 9 dans le département de la Grande-Anse. Cette catastrophe qui a causé la disparition de 546 de nos concitoyens, avec des dégâts et des pertes économiques estimées à 124,8 milliards de goudes, soit 1,89 milliard de dollars, a contribué à fragiliser encore plus notre économie et à affaiblir davantage notre production nationale. Pour faire face à ce défi énorme, c'est en parfaite synergie que le ministère de la Santé publique et de la population dans la lutte contre le choléra et aux épidémies post-cycloniques, le ministère de l'Environnement, celui des Travaux publics, Transports et Communications, dans les travaux à haute intensité de main-d'œuvre dans les 10 communes des départements les plus touchés par l'ouragan, de concert avec les collectivités territoriales. Ces interventions portent sur le traitement des ravines et la reconstruction de systèmes agroforestiers. Le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du développement rural qui a opérationnalisé un plan de réponse visant à garantir 3 prochaines campagnes agricoles en rendant fonctionnelles les infrastructures de production et de communication, systèmes irrigués et pistes rurales. Le ministère de l'Éducation nationale pour la reconstruction et la remise en état des infrastructures scolaires détruites ou endommagées. Enfin, dans le même objectif, le gouvernement a coordonné des actions supplémentaires avec certains partenaires techniques et financiers qui nous ont soutenus dans ces moments difficiles. Le résultat de cette coordination a permis la distribution de l'aide alimentaire à 1,1 million de personnes. En outre, le gouvernement a négocié avec d'autres partenaires la réallocation de certains fonds et leur réaffectation aux départements du Sud, Grande-Anse et Sud-Est afin de répondre principalement à la revalorisation du potentiel agricole et à la réalisation de certains travaux d'infrastructure. Ces diverses actions d'intervention urgente ont nécessité des débours d'environ 1,3 milliard de gouttes du trésor public, soit environ 600 millions en dépenses d'assistance humanitaire et 700 millions pour la réhabilitation urgente d'infrastructures endommagées. Ainsi, suite à la gestion de l'urgence, le gouvernement a débuté la planification de la phase de réhabilitation. Après les évaluations sectorielles, les grands chantiers de réhabilitation ont été identifiés et les grands axes d'intervention retenus sont les suivants: aménagement territorial et développement des logements publics, revalorisation du secteur agricole, en particulier les produits exportables et la pêche, réhabilitation des infrastructures routières et électriques, la recapitalisation du secteur des services relatifs au tourisme. Honorables parlementaires, l'année 2016 fut une période particulièrement contraignante pour l'économie haïtienne en raison de la crise politique et de l'effondrement de l'aide externe liée à la chute drastique des ressources du Fonds Petro-Caribé et des appuis budgétaires, du refus de la communauté internationale de financer les élections et de l'attentisme subséquent des investissements privés. Pour couronner le tout, le pays eut à subir les retombées de plusieurs désastres naturels, dont les séquelles de fortes sécheresses ayant sévi les 2 années précédentes, le passage du violent cyclone Mathieu dans le Grand Sud et la cascade d'inondations survenue par la suite dans les régions nord et sud du pays.
face à une telle conjoncture, il serait difficile de s'attendre à une forte croissance vu que l'économie était depuis plusieurs années menée par les secteurs de la construction et des services appelés à subir de plein fouet la chute des financements à travers le Fonds Petro-Caribé et l'absence des appuis budgétaires de nos bailleurs de fonds traditionnels. Dans un tel contexte, la performance macroéconomique du gouvernement et des autorités monétaires est remarquable. Un simple coup d'œil à l'évolution des paramètres financiers et monétaires révèle en effet une croissance modeste mais réelle de 1,4%, légèrement supérieure à celle de l'année précédente, est menée pour la première fois depuis plusieurs années par la production marchande dont l'agriculture, plus de 3% contre la forte chute de 5,4% accusée l'an dernier, et l'industrie de l'exercice fiscal 2015-2016. Depuis la signature le 22 avril 2016 du protocole d'accord sur la gestion de trésorerie entre le ministère de l'économie et des finances et la BRH, enlevant le besoin du Trésor à recourir au financement monétaire de la BRH. À noter que l'on observe toutefois, depuis le mois de septembre 2016, un certain déséquilibre fiscal lié à la rentrée des classes, aux besoins d'assistance humanitaire suite au passage du cyclone Mathieu et au financement des élections. La baisse tendancielle du taux d'inflation de 15,2% en avril 2016 à 12,5% en septembre 2016, reflétant la gestion austère du Trésor public et la bonne gestion monétaire de la Banque de la République d'Haïti. Si ce taux est légèrement accru à 13,3% en octobre et à 14,2% en novembre, ceci est essentiellement imputable, d'après les données de l'IHSI, à l'effondrement d'offres alimentaires subséquentes au cyclone Mathieu et à la transmission, quoique imparfaite, de la dépréciation de la goutte au prix interne. La forte remontée des réserves internationales nettes de change de la BRH de 767 à 925 millions du 31 décembre 2015 au 31 décembre 2016, soit 157 millions. Tendance très rare en période électorale, où l'on s'attendait plutôt à une pression sur les dépenses publiques portant à l'utilisation subséquente des réserves de change pour éviter les pressions inflationnistes. Le ralentissement notable du rythme de dépréciation de la goude, d'une cadence annuelle de l'ordre de 40% durant la première moitié de l'année fiscale, à environ 13% depuis la fin du mois de mars dernier. Les politiques d'incitation mises en place par la BRH au cours de l'année fiscale 2015-2016 face à la dépréciation de la goude en misant sur la compétitivité future des industries en atteste la forte demande d'espace industriel vouée à l'exportation textile et les perspectives notables de création d'emplois de cette industrie au cours des 24 prochains mois. Près de 40 000 d'après les données de l'Association des industries d'Haïti. Au-delà, face à certains défis qui concernent notre pays, dont la stabilité sociale, le renforcement de la démocratie, ainsi que face à d'autres enjeux dont la lutte contre les crimes financiers, le trafic de la drogue et le terrorisme qui s'avèrent être des problèmes persistants pour la gouvernance mondiale, mon gouvernement peut logiquement s'enorgueillir
à la veille de la passation de pouvoir aux nouvelles autorités élues de la nation, d'avoir largement atteint ses principaux objectifs. En mettant à terme, dans des conditions très difficiles, le processus électoral interrompu en janvier 2015, mission principale qui lui était dévolue. En finançant ces élections à partir de ressources locales sans support international, en observant depuis compétitivité des industries marchandes, agriculture, tourisme et exportation, préparant la voie à une reprise stable et plus durable de l'économie de l'Assemblée nationale. Honorables parlementaires, le 7 février prochain marquera un tournant important dans l'histoire de notre démocratie. Et il s'agit là d'un signe puissant de la maturité politique de notre communauté, l'expression d'une volonté politique tenace d'instaurer en Haïti un véritable état de droit où le peuple haïtien, maître de son destin, peut se sentir libre d'investir son vote sans contrainte pour porter au pouvoir les leaders qui l'unité et nous tenir fermes, soudés l'un à l'autre, quoi qu'il arrive, en faisant à nos enfants, aux générations à venir, la promesse d'une Haïti meilleure. Que Dieu continue à répandre sa bénédiction sur cette grande nation. Bonne et heureuse année 2017 à toutes et à tous. Vive Haïti, je vous remercie. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, il faut faire le dépôt. Sénateur Salomon, le point 6 de l'ordre du jour. Exposé général de la situation du pays par le président provisoire de la République, son Excellence Jocelyn Privert. Est-ce que le président est là? Une commission informée du sénateur Nénen Kassi et du député Sinal Bertrand de bien vouloir aller chercher le Premier ministre. Et là, après discours, Premier ministre Enex Jean-Charles, et président de l'Assemblée nationale là, qui formé en commission pour aller chercher président provisoire République là, Jocelyn Privert. Voilà. Commission pour le gagner pour l'introduire président Privert dans cette séance là, puisque dans quelques instants, chef d'État doit adresser à l'Assemblée. Et là, c'est député Sinal Bertrand et sénateur Antonio Cherami, Don Cato, qui prend le gain pour sénateur Beauplan, sénateur Cherami et député Bertrand, qui prend le gain pour mission pour introduire président privé dans cette séance pour exposer général de la situation. Alors en fait, Kenny, oui, mais ça, et il a mis l'accent sur l'élection qui était mission principale du gouvernement, élection arrivée organisée
processus a été campé en janvier, nous sommes ça l'année passée, et le gouvernement rivé et a poursuivi le processus là. Il a parlé de 7 février qui vient là, côté pour passer là-bas un président élu, qui sorti dans l'élection 20 novembre. Et il mise en pile tout sous une gestion saine. Il dit le gouvernement fait de finances publiques là, malgré la réalité économique là, la réalité sociale là était très difficile, surtout avec passage au Ouragan Mathieu. Il parlait d'un ensemble d'actions que l'équipe gouvernementale là arrivait fait pour accompagner la population victime et réhabiliter un ensemble de bâtiments qui étaient gagné un problème suite à passage Mathieu sur le pays d'Haïti. Même si chaque gouvernement fait comprendre que grand pilote qui était pour fait, il y a plus de travail qui était pour fait. Maintenant, niveau payo, il était arrivé à assumer responsabilité et permettre que le pays a continué à vivre après passage Mathieu qui était dévasté. Nous sommes ça, handicap département géographique pays et Kemleville. Mais justement, Serginho, mais nous sommes capables de tout préciser que le chef gouvernement, le Premier ministre Sénèque Jean-Charles, dans présentation bilan que le fait devant l'Assemblée députés et sénateurs, donc devant l'Assemblée nationale là, il mettait accent tout sur des documents, des instruments internationaux que le gouvernement a dirigé à gagné un privilège présenté au niveau de l'Assemblée députés et sénateurs, gagné là-dedans qui votaient, et il mettait accent sur eux comme des avancées significatives que le pouvoir qui va gagner pour remplacer le 7 février après déjà gagné comme des atouts pour qu'il soit capable de mener le pays mieux par rapport à travail que nous-mêmes déjà fait. Nous sommes capables de dire tout que le Premier ministre pays Sénèque Jean-Charles mettait accent sur la nécessité pour que continue à gagner une stabilité puisque il fait comprendre que tout ça que le gouvernement a réalisé, c'est grâce à la stabilité qui gagne dans le pays, que ce soit l'organisation élection que nous sommes capables de considérer comme cheval de bataille ou bien comme mission première gouvernement que l'a dirigé, il arrive à organiser l'élection, mais des élections qui nous rappellent pour confiner puisque il y a un deuxième tour élection pour tiers Sénat qui supposait continuer et élection pour collectivité territoriale qui a fait le 29 janvier, j'en sais prévoir par le Conseil électoral provisoire là. Mais jusqu'à présent, je suis capable de dire que le Premier ministre pays Sénèque Jean-Charles fait part de ensemble réalisation gouvernement là et il est capable de gouvernement là une note positive même s'il reconnaît que gagne de l'autre bagaille qui pour faire par rapport à ça que même te prévoir à mission que tu gagné objectif que tu fixé. Quoi il est là Serginho, c'est rentrer président provisoire République la Jostem Briver au niveau de salle de séance là puisque point 6 ordre du jour là prévoit exposé général de la situation du pays par le président provisoire de la République, son excellent Jostem Briver, et de fait le président qui vient d'investir la salle de séance de la Chambre des députés, salle au sein de laquelle se déroule la séance en Assemblée nationale. Et là, nous allons gagner un discours président provisoire républicain qui va présenter l'état général de la situation pays devant l'Assemblée des députés. Nous allons gagner pour nous entendre membres en particulier secrétaire avec le président de l'Assemblée nationale là, qui pourra l'inviter pour prendre la parole pour présenter l'état général de la situation pays. Jean Sabrivois dans l'ordre du jour à Saint-Gino-Lénon. Absolument, d'ailleurs c'est l'article 151 de la Constitution qui prévoit ça. À l'ouverture de la première session législative annuelle, le président de la République, par un message au corps législatif, fait l'exposé général de la situation. Cet exposé ne donne lieu à aucun débat. Et c'est là nous est là, quoi il est là. Et la présidente de l'Assemblée, on a la rèche. Très certainement pour saluer le président et inviter le parler avec l'Assemblée. Mesdames et messieurs les grands commis de l'État, messieurs les anciens présidents de l'Assemblée nationale, mesdames, messieurs les représentants des partis politiques,
Mesdames, Messieurs les cadres et fonctionnaires du Parlement, Mesdames, Messieurs, je prends la parole aujourd'hui dans cette enceinte au titre des exigences de l'article 151 de la Constitution qui prescrit la délivrance par le chef de l'État d'un exposé général sur la situation du pays chaque deuxième lundi de janvier de chaque année. L'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2017, vous en conviendrez avec moi, chers compatriotes, prend une connotation particulière de démocratie et la consolidation de l'état de droit. Tout au long de l'année 2016, je ne cesse de marteler qu'un risque de dysfonctionnement menaçait l'ensemble difficile. De réussir ce bond gigantesque est nécessaire vers la stabilisation de nos institutions et la pacification sociale et politique du pays. Aujourd'hui, cette rentrée parlementaire montre que le sursaut patriotique a vaincu le pessimisme. Grâce aux vertus fécondes du dialogue, du travail, de la fermeté et de la détermination, nous sommes arrivés à bon port à doter le pays d'institutions républicaines. Mesdames et messieurs, honorables députés et sénateurs, le Premier ministre Henneck Jean-Charles vous a déjà exposé le bilan exhaustif de l'action gouvernementale. Je ne vais donc pas m'éterniser sur les résultats et les performances obtenues. En tant que chef de l'État, je m'attacherai surtout à rappeler à la nation la situation du pays au tout début de l'année 2016. Quand j'ai été élu par vous, honorables députés et sénateurs, pour assumer la magistrature suprême de l'État avec un mandat spécifique, celle de relancer le processus électoral initié en 2015, j'évoquerai ensuite les principaux chantiers et les grands défis qu'il a fallu relever avec tact, droité, dans une quête permanente du bien-être collectif. Je vous présenterai enfin les perspectives et les espérances pour le pays en cette année 2017. Tout d'abord sur le plan politique. Le spectre du dysfonctionnement des institutions républicaines qui se profilait à la fin de l'année 2014 annonçait déjà que notre pays était entré dans une ère d'incertitude et de turbulence. Les principaux acquis détenus par le peuple haïtien en votant massivement la Constitution étaient compromis. Il fallait au plus vite apporter une réponse politique à cette ambiance délétère propice à toutes les aventures. Les échéanciers électoraux, maintes fois repoussés, devenaient de plus en plus nécessaires et indispensables. Ainsi, elles ont été tenues et le 3 janvier dernier, le Conseil électoral provisoire a publié les résultats définitifs des élections du 20 novembre 2016, consacrant la victoire au premier tour de M. Jovenel Moïse en tant que 58e président élu de la République d'Haïti. Je saisis cette occasion, encore une fois, pour le féliciter et lui souhaiter du succès dans le cadre de ses lourdes responsabilités qui l'attendent. J'ai d'ailleurs pris l'initiative, tout de suite après la publication des résultats consacrant sa victoire au journal officiel Le Moniteur, de lui proposer la mise en place immédiate d'une commission de passation de pouvoir, ce qu'il a accepté. Je le félicite également tous les autres élus issus de ces jours électoraux. Nous pouvons compter aujourd'hui sur la présence de 6 nouveaux sénateurs et de plus d'une vingtaine de nouveaux députés. Par rapport à la situation de violence et d'insécurité, la proclamation des résultats du premier tour des présidentielles d'octobre 2015 avait été accueillie sur l'ensemble du territoire par des manifestations de rue accompagnées d'actes de violence, lesquelles se sont poursuivies jusqu'au mois de février 2016. Mon élection à la présidence provisoire du pays, l'ouverture des consultations avec les acteurs politiques et la formation de ce gouvernement de consensus ont permis un ralentissement de ces manifestations et instauré au pays une bénéfique atmosphère de paix et de stabilité. Les récentes contestations à la suite des résultats des joutes
du 20 novembre n'ont jamais atteint l'ampleur ni l'impact que celles que nous avons eues en début d'année 2016. Je tiens à féliciter le peuple haïtien pour son courage, pour son patriotisme, les forces de police qui, dans le respect du droit à manifester à chaque citoyen, ont su éviter au pays des débordements nuisibles à la paix sociale et à la stabilité politique. La situation macroéconomique, l'inflation et la chute de la monnaie nationale. Dans un tel contexte, la gestion macroéconomique du gouvernement et des dirigeants de la Banque de la République d'Haïti a été prudente et effective. Un simple coup d'œil au tableau des paramètres financiers et monétaires révèle le maintien d'une croissance à 1,4%, certes très modeste, mais grâce à l'industrie manufacturière. La croissance fut toutefois, sans surprise, pénalisée par la stagnation des secteurs du bâtiment et des travaux publics qui a décru de 2% d'une part, et d'autre part par la faible croissance du sous-secteur commerce, restaurants et hôtels, conséquent de la prudence des investisseurs et du secteur en raison de l'environnement politique incertain qui se dessinait en 2016. La bonne gestion des finances publiques, caractérisée par la quasi-absence d'endettement additionnel de l'État central durant la seconde moitié de l'exercice 2015-2016, depuis la signature par le gouvernement avec la Banque centrale d'un accord sur la gestion de trésorerie qui a permis de limiter les dépenses publiques au strict minimum. Les réserves internationales nettes de change ont augmenté de plus de 158 millions de dollars, alors qu'en période électorale, c'est l'inverse à laquelle on devrait s'attendre. Il importe aussi de noter le ralentissement notable du rythme de dépréciation de la monnaie nationale, d'une cadence annuelle de l'ordre de 40% à la dépréciation de la gourde, lesquelles, jointes aux incitations mises en place par la Banque centrale au cours de l'année, ont eu la vertu de stimuler la compétitivité future des industries marchandes, exportation, agriculture et tourisme. En atteste la forte demande d'espace industriel observée pendant ces derniers mois. On espère pour 2017 la création de plus de 10 000 nouveaux emplois et 40 000 pour l'exercice 2018. En dépit des efforts consentis par le gouvernement pour faire face à la situation de crise politique, malheureusement, Haïti n'a pas été épargné par les catastrophes naturelles. Ainsi, Haïti, une nouvelle fois, à la fin de l'exercice, au tout début de l'exercice 2016-2017, a été frappé par l'une des catastrophes naturelles les plus violentes depuis le séisme du 12 janvier 2010. L'ouragan Mathieu a promené une fureur dévastatrice sur 5 départements du pays. Il y a laissé des plaies profondes et des stigmates encore béants. Les dommages et pertes sont évalués selon un rapport de la Banque mondiale avec le concours des instances ministérielles concernées à près de 1,9 milliard de dollars. Au-delà de la destruction de l'habitat et des infrastructures routières, des écoles et des récoltes, l'ensemble des conséquences néfastes de la catastrophe n'est guère encore totalement prise en compte, notamment la menace de famine qui affecte déjà une bonne partie des départements concernés. Il convient de souligner que le passage a généré un exemple. Si au niveau de la réponse humanitaire, nous avons reçu une part importante de l'aide d'urgence de nos partenaires, pour ce qui concerne le relèvement, malheureusement, comme les fois antérieures, l'assistance internationale tarde encore à se matérialiser. Par ailleurs, au-delà des actions ponctuelles envisagées ou improvisées, nous nous sommes rendus à l'évidence que nous n'avons pas encore œuvré suffisamment dans le sens de la sensibilisation et de la prévention des catastrophes naturelles. C'est dans cet esprit que le Premier ministre et le gouvernement ont décidé de déclarer le 12 janvier de chaque année journée nationale de réflexion et de sensibilisation sur les catastrophes naturelles. Cette année, la commémoration du 12 janvier ne servira nullement à honorer uniquement la mémoire des victimes du 12 janvier 2010, par
à laisser le pouvoir le 7 février et à le remettre à un président démocratiquement élu par le peuple haïtien à la suite d'élections libres, honnêtes, inclusives et transparentes. Je laisse un pays politiquement apaisé et socialement plus serein, une opposition pacifique, démocratique et constructive face aux nouveaux élus, quel que soit leur niveau. Haïti doit être pour chaque citoyen, chaque citoyenne, le candidat perpétuellement et indéfiniment gagnant. Je suis en droit de m'enorgueillir d'avoir contribué à débarrasser l'horizon des lendemains des ombres néfastes de l'incertitude politique et du désarroi social. L'un de mes vœux les plus chers et les plus ardents pour Haïti et pour le peuple haïtien est que les nouvelles autorités puissent bonifier cet héritage fragile pour désormais entrer dans un cercle vertueux de croissance et de confiance, de stabilité politique et de paix sociale, de progrès économique et de dialogue permanent, de paix sociale et de démocratie. C'est ce que notre pays a besoin, c'est ce que le peuple haïtien réclame à travers son vote. Défis et perspectives. L'un des premiers défis que la nation haïtienne se doit de relever en cette année 2017 est celui de l'unité et de la réconciliation nationale. Cet appel a constitué le cœur de mon message du 1er janvier au Gonaïve, jour de l'indépendance nationale. Il l'a été aussi le 2 janvier, jour des aïeux. Encore aujourd'hui, mes chers compatriotes, en cette date solennelle qui marque la rentrée parlementaire et compte tenu du rôle prépondérant que vous êtes appelés à jouer, honorables parlementaires, dans le marché, je considère comme opportun encore de réitérer ce message d'unité nationale et de pardon réciproque. Laissons de côté les petits intérêts partisans, faisons taire nos querelles de chapelle et pensons au bien commun, pensons à la collectivité. Haïti reste et demeure notre seul héritage commun. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, il est temps de se rendre à l'évidence de cette inégale opportunité d'accès pour tous aux biens et aux services publics, à l'éducation, à la santé, au travail et aux loisirs. Cette égalité de chance pour tous constitue le ciment de la cohésion sociale. Notez que ce défi n'incombe pas seulement à l'État. Nous devons le relever ensemble, le secteur public en conjonction harmonieuse avec le secteur privé. Le troisième défi important, mes chers compatriotes, engage la construction une fois pour toutes d'un projet de société cohérent, dynamique et inclusif. Haïti a définitivement besoin d'un social renouvelé. Quels sont les faits d'armes ou les prouesses dont nous pouvons nous vanter d'être fiers? Qu'est-ce qui nous fait vivre ou survivre depuis longtemps? Qu'est-ce qui nous fait vibrer et rêver ensemble comme nation? Jusqu'ici, nous nous cantonnons à évoquer l'épopée incomparable de nos aïeux. Jusqu'ici, c'était exceptionnel. Oui, nos ancêtres, les pères fondateurs de la nation, étaient des visionnaires. Oui, Haïti était humaniste avant la lettre, mais c'était il y a 213 ans. Et depuis, qu'avons-nous fait pour mériter de nos ancêtres? Qu'avons-nous fait pour sortir de la léthargie, de la misère et de la pauvreté? Qu'avons-nous fait pour éviter d'être affublés de cette épithète peu flatteuse de pays faillis, de pays fragiles, de pays pauvres, de seul PMA de la région? Honorables députés et sénateurs, peuple haïtien, si un pèlerinage périodique dans le passé fournit les ressources pour alimenter les rêves et ambitions du présent, pour façonner le lendemain, le regard positif et conquérant doit être tourné vers l'avenir. Nous regardons trop souvent en arrière et pas assez en avant. À part les États-Unis d'Amérique, tous les autres pays du continent américain ont acquis leur indépendance après nous. Aujourd'hui, il est grand temps pour nous d'effectuer une sincère introspection et se regarder l'un dans l'autre
l'un et l'autre dans les yeux pour se demander sans malice ce que nous avions fait d'un tel espoir. C'est hier que le président Obama nous a rappelé que Haïti a une histoire qui est partagée par le monde. Nous devons nous poser la question, qu'avons-nous fait de cette lutte pour l'indépendance nationale? Pour finir, j'évoque un quatrième défi à affronter. C'est celui de notre relation au temps. Nos actions s'inscrivent trop souvent dans le court terme. À agir de la sorte, nous donnons des signes de grande fébrilité qui ne nous font que dénoter notre myopie politique et administrative. Le propre des dirigeants est de savoir se projeter dans le temps. Il faut anticiper les événements à venir. La croissance démographique, la diminution des sources d'énergie fossiles, la transformation de la société, l'économie du numérique, les nouvelles technologies ou le dramatique phénomène des migrations suivi de rapatriements humiliants. Nous sommes trop à la traîne. Nous sommes trop souvent en retard, au sens propre comme au sens figuré. Nous sommes trop souvent surpris que les changements et les bouleversements qui s'opèrent dans notre environnement immédiat et dans le monde, ces retards de dialogue, ces retards de diagnostic, ces retards d'anticipation limitent et compromettent irrémédiablement nos capacités de réaction et d'adaptation et nous empêchent de rebondir de façon opportune. Honorables députés, honorables sénateurs, compatriotes, nous ne pouvons pas continuer à gérer Haïti au jour le jour, au gré des circonstances, au gré des maigres recettes dont nous disposons. Haïti a besoin de se relever, de regarder vers l'avant, de se projeter dans l'avenir sur le plan national, régional et international pour innover et prendre des décisions cohérentes, porteuses d'espoir et de progrès social. Haïti a besoin de responsables politiques, d'hommes d'affaires, de leaders étudiants, de leaders paysans fermement engagés dans la construction d'une Haïti prospère, plus juste et plus démocratique. Honorables députés et sénateurs, décideurs politiques, élites économiques, intellectuels, paysans et paysannes, responsables de la société civile, haïtiens, haïtiennes, si nous avons le courage et la lucidité, générations futures pourront s'inspirer de notre comportement, de nos espoirs collectifs, de notre testament politique commun pour nourrir leurs aspirations et leurs ambitions à vivre dans l'unité nationale vers la conquête de l'avenir. Tel est le souhait le plus ardent de mon cœur, de patriote et de chef de l'État. Fier d'avoir fait partie de ce paysage politique, fier d'avoir réussi l'exploit de juguler la perspective sombre d'un vide institutionnel et rétablir l'ordre républicain, et ceci grâce au concours de vous tous et de toute la nation. À vous tous, honorables députés et sénateurs, je dis un grand merci d'avoir fait le sacrifice de servir notre pays. À vous tous, merci. Président républicain Jocelyn Privert qui souhaite exposer l'état de situation pays, exposé général de situation pays, agent article 151 Constitution en vigueur là. Les bureaux en prennent acte. Le président Privert, après discours, il a salué mon bureau, président, l'Assemblée, vice-président, secrétaire. Voilà, président Privert. Et Nenel Kassi, il est député Patrick Messi. Voilà. Voilà. Le prochain point de l'ordre du jour. Privert qui continue avec salutation d'usage. Point 7 de l'ordre du jour. Fermeture de la séance en Assemblée nationale. Avant la fermeture, j'invite les services de protocole. Il est présent. Il est présent dans l'occasion, voilà. Voilà, président Privert qui continue avec salutation.
avant de quitter cette séance-là pour aller dans le jardin Parlement, puisque il y a une réception qui est planifiée dans ces circonstances-là. Parce que je veux dire, c'est la rentrée parlementaire, comme il dit ça. Voilà, chef d'État qui continue avec les salutations. Voilà, ensemble de députés, ensemble de sénateurs qui sont présents jeudi dans cette séance-là. Cette séance, chambre députée, ils ont souligné que qui fait office de salle séance pour l'Assemblée nationale. Là. Voilà. Salutations qui continuent. Et il faut que nous soulignions, pendant le président privé a salué les députés et sénateurs qui l'ont, le président de l'Assemblée a demandé fonds commission pour accompagner l'ambassadeur qui l'ont et mener dans le jardin et parlement, côté réception pour dérouler. Voilà. Salutations qui a continué. Alors on a souligné pour même qui a suivre Radio et Télévision Nationale d'Haïti. Alors on a vu les derniers instants de cette séance en Assemblée nationale qui marquait rentrée parlementaire là, puisque c'est première session pour l'année, c'est troisième session pour 50e législature là. Et dans le cadre de séance, le chef gouvernement lui dressé bilan, activité gouvernementale. Et là, nous te suivons tout à l'heure, discours président privé qui visiblement satisfait du travail arrivé accompli, surtout avec le processus électoral là qui arrivé permettre de gagner là au président élu et que de profiter, féliciter. Et il était même annoncé une commission de passation de pouvoir qui est établie pour permettre que le dossier change et permettre que le président élu, Jovenel Moïse, lui prend connaissance de l'ensemble de défis que la prétendue équipe l'IA. Voilà. Alors ça c'est annonce président Sénat. On a parlé de la commission de passation de pouvoir que le président privé a fait état dans le discours liant. Et il quoi je dis à nécessaire pour que il y ait une disposition qui prend pour que la nation entende pour réconcilier avec tête lui. Étant épuisé en vertu des pouvoirs qui me sont conférés. L'ordre du jour étant épuisé en vertu des pouvoirs. Voilà, président Assemblée qui apparaît pour fermer la séance en Assemblée nationale là. Voilà, après tant de précision, président Sénat. L'ordre du jour étant épuisé en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare lever la séance en Assemblée nationale. Voilà, si on s'en levé, on a parlé de discours président Rivera qui connaît les aux sociétés réconciliées avec l'unité de réconciliation, il faut la... Radio Télé Guinée, c'est One Centre. Tout jouet, toute équipe, toute catégorie veut jouer sous lui. Radio Télé Guinée respecte les règles jouet là. Li pas attaquant, li pas kabay gol pour. Li pas demi, li pas ka mener jouet pour. Li pas défenseur, li pas kabay attaque pour. Li pas gardien, li pas kabay gol pour. Li pas fanatique, pas mandel pour chauffer équipe ou, ni relé Charles Barré pour. Bien entraîné pour bien jouer. Jouer le pour jouer, pas tant de match fini. C'est où pour supporter équipe ou, c'est où pour choisir équipe ou. Radio Télé Guinée, c'est pigo stade là, pigo terrain, pigo tribune, côté quelle que soit équipe là qu'a joué. Qui doit bailler goal, qui doit prendre goal, vin centré. Radio Télé Guinée, c'est one centre là dans tout pays. Respectez les jouets là. Allô, mamie? Allô, Titine? Vous êtes à la marché, hein? Oui, je presque fini, oui. Je vais venir tout à l'heure comme ça. Pourquoi tu ne pas la faire pour un petit lait pour moi un petit citron? Mamie, je ne sais pas comment bien assez comme non. Faut me tourner la caille là, faut me taper un petit cob après ça m'a tourné venir acheter pour mamie. Non, pas inquiète, chérie. Reste campé. Quand on est à, je vais vous envoyer le sur téléphone pour. Ou lié à mon cash ou qu'à voyer ou
retirer l'argent sous compte ou avec une carte d'identité. Bay numéro téléphone ou à quantité l'argent ou voulez aller sous compte mon cash ou. Moi ça, là on fait un transfert pour Pipiti 250 goud ou même qui fait transfert à moun qui recevoir transfert a joindre 5 minutes gratis pour faire appel Digi. Alors, comment se fait transfert pour joindre minutes gratis avec mon cash? On y fait étoile 202 dièse au soirée dans 202 sous Digicel pour qu'avoyer l'argent bay moun ou vle, les ou vle n'importe côté, plus facile, plus rapide. Mon cash, moyen plus pratique pour voyer et recevoir l'argent. Ah non, Tichou, pas fait ça. Comme si ou pas qu'on obligation BRH. Obligation BRH? Ça lié. Obligation BRH là, c'est un nouveau produit la dans l'aria qui mette plus cob dans poche nous. La remplacer cob ou ka perdu sous goud là si au cadeau là a monté dans 3 mois et en plus n'a besoin 7% intérêt clé par année. Tant que si vous avez 50 000 gouttes journée aujourd'hui, ou ka acheter $800 avec elle. Dans 3 mois, ou avez toujours qu'à acheter même $800 et puis ou avez bien presque 900 gouttes d'intérêt en plus. Ça dit là, 7% intérêt et puis en plus si tu as couvrir les gouttes ou perdu. Mais oui, pour petit 7% par année. En plus, l'argent protégé des affaires d'eau là qu'a pris démonter. Bons amis William, fait que sauter renouveler là pour 3 mois encore. Oh, malé chérie. M'relague comme une obligation BRH là. Obligation BRH, c'est tant coup papier tête. Yo garanti, yo pas perdu valet. Yo protégé aussi au cas de la ta montée. Mandez yo dans banque Paola, dans coopérative Paola ou bien al dans n'importe institution qui partenaire avec BRH dans programme ça. Le matin, je suis souvent pressée. On se lève tôt et une bonne journée débute par un bon petit déjeuner. Un bon lait m'apporte mes vitamines, mes protéines et mon calcium. Ça te prend pile temps pour choisir le lait de Pamela. Finalement, j'ai trouvé mon lait. Chers clients, je voulais prendre ce moment pour souhaiter une bonne année 2007 à la plus grande famille d'Haïti, c'est-à-dire la Digicel, avec plus de 4,5 millions de clients. À quelques jours de cette nouvelle année, je voulais vous remercier chacun de vous, clients de Digicel, pour votre fidélité. Beaucoup d'entre nous attendons déjà avec impatience ce que 2007 va nous apporter. Mais avant d'aller là-bas, allons jeter un coup d'œil sur 2016. En 2016, la Digicel a commémoré son 10e anniversaire. Dans cette optique, nous avons continué à faire de notre client notre priorité et nous continuons notre engagement envers le pays et envers nos engagements sociaux également. Plus récemment, nous avons lancé le programme LTE. Ce service est déjà disponible dans le nord, le sud, l'ouest, le centre, l'Artibonite et bientôt nous allons l'étendre dans d'autres parties du pays. Mais comme vous le savez, c'est non seulement nos clients qui sont importants, c'est surtout nos communautés qui le sont. Et en 2016, chaque mégabit que vous avez consommé, chaque appel que vous avez passé nous a permis à contribuer directement aux nombreuses activités sociales réalisées par la Fondation Digicel. Nous avons pu terminer notre 176e école. Cette année, ça fait déjà 53 000 enfants qui font dans les écoles chaque jour. 1 million de personnes ont pu profiter de projets communautaires. 1580 membres des écoles ont pu bénéficier de formations professionnelles que nous faisons annuellement. Et plus de 3500 familles ont pu bénéficier de notre aide après le passage de Mathieu.